Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, fermeture des mosquées échappant au contrôle de l'État en Tunisie. Il s'agit là d'une des réponses du gouvernement à la menace terroriste. L'Union pour la démocratie et le progrès social favorable au dialogue en République démocratique du Congo. Un dialogue censé baliser le chemin pour des élections apaisées en 2016. Et puis quelle place pour l'Afrique dans la mondialisation? La question se pose à l'heure où le continent est considéré comme celui de tous les espoirs. Un gros plan dans ce journal. Mais tout d'abord, au Burundi, l'heure est au dépouillement après les élections législatives et communales de ce lundi. Un scrutin qui, nous vous le rappelons, a été boycotté par l'opposition et la société civile. À Bujumbura, la capitale, la compilation est sur le point de terminer, alors que dans le reste du pays, les bulletins de vote viennent d'être acheminés. Les résultats officiels devraient être annoncés dans les prochains jours. Entrée en vigueur ce mardi de la fermeture des mosquées illégales en Tunisie. Sont concernées les mosquées non conformes à la loi de 1989. Une décision du gouvernement tunisien qui intervient après l'attaque de Sousse qui a fait 38 victimes le 26 juin dernier. Le point tout de suite avec Lise Elsi à Kizimana. Des mesures urgentes pour lutter contre le terrorisme en Tunisie. Le gouvernement a annoncé ce mardi 30 juin de nouvelles stratégies pour faire face à la menace terroriste. Ceci après l'attaque de la plage de Sousse qui a fait 38 morts et plusieurs dizaines de blessés vendredi 26 juin. Notre système de sécurité n'est pas parfait. C'est vrai que nous avons été surpris par cette affaire. Jamais nous n'aurions pensé que ça devait se faire sur des plages alors qu'il y avait des touristes. Le système de protection devait commencer au 1er juillet. Parmi ces mesures, il y a le renforcement de l'armée en faisant appel aux réservistes, la création d'une police touristique armée des plages et la fermeture des mosquées qui diffusent des idées extrémistes. 80 mosquées sont ainsi visées par cette fermeture. Dans la réglementation tunisienne, les mosquées sont sous contrôle de l'État. Il y a des critères qui sont mis en place dans ce cadre-là. Et tout ce qui est des nominations des imams, des horaires, il y a plein de choses dont ils dépendent d'une réglementation mise en place par l'État. C'est pas la réponse au terrorisme, mais c'est une parmi les réponses par rapport aux lieux qui ne sont pas aujourd'hui maîtrisés où il y a une radicalisation qui est à l'œuvre. Je connais des Tunisiens qui ne vont plus dans la mosquée de leur quartier parce que le discours est tellement radicalisé qu'eux-mêmes les boycottent. La Tunisie compte également renforcer le contrôle des frontières, surtout avec la Libye. Une connexion libyenne a été confirmée dans l'attentat du 26 juin à Sousse. Sefdin Rezghi, l'auteur du carnage, a eu une formation militaire dans un camp d'entraînement en Libye, tout comme les terroristes du Bardo. Dans l'actualité également, accompagné d'une cinquantaine d'hommes d'affaires, le président français François Hollande entame ce mercredi 1er juillet une tournée de 3 jours dans 3 pays africains. À première étape, le Bénin. La visite de François Hollande dans ce pays sera principalement axée sur la coopération économique et sécuritaire. Rappelons que la dernière visite d'un chef d'État français au Bénin remonte à 1983. En République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social accepte le dialogue proposé par le président Joseph Kabila et appelle d'autres formations à en faire de même. Objectif, trouver une solution consensuelle à la crise politique. Emmanuel Miyimono. L'UPDS d'Étienne Tshisekedi accepte la main tendue du président Joseph Kabila à un dialogue pour trouver une solution à la crise qui sévit dans le pays. Cette décision intervient à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. La République démocratique du Congo traverse en effet une crise politique depuis la tenue de la dernière élection présidentielle. Le chef de l'État a décidé d'initier des rencontres avec la classe politique du pays afin de décrisper le climat actuel. Les échanges devraient porter autour des conditions d'organisation de l'élection présidentielle de 2016 ainsi que des moyens de financement du processus électoral. C'est une bonne chose parce que le président de la République a dit qu'il serait question de tabler sur 5 points lors des dialogues. Ça va concerner l'organisation des élections, la sécurité des élections, l'accompagnement de la communauté internationale, le financement des élections. C'est un grand parti politique. Si l'UDPS accepte de participer à ce dialogue, elle a ces exigences que je crois que le pouvoir doit rencontrer. Et il y a beaucoup de problèmes que le dialogue pourra résoudre. Depuis le début du mois de juin, le président Joseph Kabila a entamé des consultations avec les forces vives de la nation
les partis politiques de la majorité et de l'opposition, ainsi que les confessions religieuses et les corps diplomatiques. Selon des sources proches de la présidence, ce dialogue pourrait avoir lieu d'ici le mois d'août 2015 et son issue est très attendue. Si le président de la République tient à sa parole, mais nous savons tous que depuis 1960, lorsque le Congolais se réunit, c'est toujours pour un partage de pouvoir. Nous ne voulons pas qu'à l'issue de ce dialogue, nous ayons encore affaire à une autre transition, parce que nous décrions de toute voix. La République démocratique du Congo ira à l'élection présidentielle en 2016. Au mois de janvier 2015, une crise est née autour du nouveau projet de loi électorale et occasionné plusieurs manifestations dans les rues de la capitale. Ce dialogue devrait baliser le chemin à la tenue d'une élection apaisée, libre, transparente et crédible. À noter que le président Joseph Kabila a fermé la porte à toute forme de médiation étrangère dans ce dialogue national. Dans un message diffusé ce lundi, il a déclaré que les discussions devaient être menées sans ingérence étrangère. Dans le reste de l'actualité et en bref, reprise du baccalauréat le 7 juillet en République du Congo. Les épreuves avaient été annulées le 5 juin dernier en raison d'irrégularités et de fraudes massives. Les 66 000 candidats concernés se disent prêts à aborder cette nouvelle échéance. Avec le développement d'une démographie galopante, une nouvelle ère s'ouvre pour le continent africain, une ère faite d'autant de risques que d'opportunités, d'où l'urgence de se doter d'institutions adéquates. Explication avec Emmanuel Miyomono. Avec des ressources naturelles considérables et une importante main-d'œuvre, l'Afrique est le continent de l'avenir. Mais à côté des transformations économiques en cours, le continent est encore handicapé notamment par les nombreuses crises sécuritaires et la faiblesse des moyens de riposte combinée à un manque de coordination des actions. Plus de 50 ans après les indépendances, l'Afrique a encore du mal à s'imposer au plan international. Pour certains acteurs, la force du continent réside dans la prise de conscience de ces différents États. C'est scandaleux de constater que quand il y a un problème au Mali, mais il faut attendre que la France intervienne pour que les Africains eux-mêmes, au Nigeria, avec Boko Haram, finalement, ce sont les pays voisins qui ont pris leurs responsabilités pour intervenir. Je crois que ça, c'est un bon exemple de ce qu'il faut faire. Il faut que chaque État, chaque Africain se sente responsable. Et c'est à ce moment que l'Union africaine sera obligée de bouger beaucoup plus rapidement. Plusieurs conditions sont réunies pour opérer cette transformation et une prise de conscience suffirait à enclencher la révolution. Le contexte mondial actuel a fait de l'Afrique une destination incontournable ces dernières décennies, une opportunité à saisir. C'est l'Afrique plus que toute autre région du monde qui doit bouger. Et c'est possible. Parce que l'Afrique a des réserves que personne n'a. Les acteurs économiques, les acteurs politiques viennent en Afrique pour parler aux Africains. Mais pour leur donner la bonne réponse, il faut que les Africains aient une vision de l'avenir et qu'ils soient préparés à exercer dans les décennies à venir un leadership sur le monde. Il est possible, nous en avons les moyens sur tous les plans. Il faut en avoir la volonté politique et le manifester sur le terrain. Et à ce moment, les Nations Unies seront obligées de se réformer dans le sens que souhaite l'Afrique. Le continent est riche et a su opérer ces dernières années des transformations économiques rapides. L'éducation notamment a connu des progrès remarquables, mais des efforts restent encore à fournir, notamment sur le plan politique. L'Afrique est aujourd'hui perçue comme le continent de tous les espoirs et ses efforts de plus en plus efficaces pour influencer le débat mondial doivent être soutenus. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.